Et je lui réponds quoi si elle me demande 25% de plus? Bah, je sais pas, vous lui dites que c'est pas possible pour vous et que c'est 4000 ou rien. Mais vous pensez, elle va pas mal le prendre? Bah, non, enfin, en fait, l'idée c'est de faire comme vous avez fait avec moi quand je suis venue vous demander une augmentation. Mais après, le truc c'est, commencez pas à vous excuser et à partir dans des justifications absurdes et sans fin. Enfin, en fait, c'est vous le patron. Ouais, vous avez raison, vous avez raison. Et du coup, pour mon augmentation? Oui. Et bah alors, je suis vraiment désolé, mais étant donné la synergie de l'industrie de la période actuelle qui nous concerne, car nous vivons dans le présent, vous n'êtes pas sans le savoir, et pas dans le passé, ou même d'ailleurs dans tout type de temporalité, ni même de manière ophtalmique, enfin bon, ça me semble un peu compliqué. Réclamer plus d'argent à son ou sa boss, les yeux dans les yeux, ce n'est jamais évident. Mais eux, dans tout ça, qu'en pensent-ils ? Est-ce forcément plus simple pour un manager de parler d'argent avec ses équipes ? La position hiérarchique ne fait pas tout. C'est aussi une question d'état d'esprit, de faculté de négociation, de gestion du stress. Chef ou pas, ce n'est pas toujours inné. Et pour certains managers, les entretiens avec leurs collaborateurs sont aussi source d'angoisse. Comme je dis souvent, vendre de la géothermie et faire des rapports, c'est pas le plus dur dans mon métier. Le plus dur, c'est gérer les hommes que j'ai en face de moi, aussi bien d'un point de vue managérial, social, que ce sujet financier qui prend une part de plus en plus présente. Donc j'ai voulu essayer d'être le plus transparent possible. On a mis en place des plans d'épargne en entreprise, de l'abondement sur des versements, des primes. On les récompense au mieux et de manière le plus ouverte possible. Mais depuis 6 ans, on voit l'évolution des profils qui arrivent, ceux qui étaient là au début, ceux qui commencent à arriver et qui sont post-crise. Il y a d'autres enjeux qui se jouent et l'argent prend de plus en plus de place et c'est de plus en plus compliqué de faire comprendre des règles à suivre ou des bases et qu'on a encore 40 ans de métier derrière pour évoluer et prendre en galon et aussi en masse salariale. Jean-Loup a 34 ans. Il y a 6 ans, il a fondé Stratégéo, un cabinet de conseil en géothermie. 6 ans qu'il est son propre patron et qu'il apprend à manager son équipe d'une quinzaine de personnes. Recrutement, salaire, augmentation. En matière d'argent, chaque employé a ses propres attentes. Et pour Jean-Loup, ce n'est pas évident de suivre les aspirations de tout le monde. Ça rend les gens barjots, ce truc. Vous écoutez Let's Talk Cash, la série Cash qui lève les tabous sur l'argent dans le monde du travail. Grâce à des témoins et des experts, on va faire le tour des questions que vous posez tous les jours. Et surtout, vous apporter des solutions concrètes pour déconstruire les pressions et les fantasmes autour de l'argent. Maintenant, vouloir 100 millions. Promis, à la fin, vous n'aurez plus jamais peur de parler de thunes, pécule, oseille, blé, flouze, recettes, ronds, fric ou tout simplement de salaire. Ma première structure, j'étais stagiaire. J'ai fait mes 2 stages de scolarité là-bas. Je viens d'une université en géologie et environnement. C'était au moment de la crise immobilière 2009-2010, donc j'ai pas forcément eu de job en tant qu'ingénieur d'études dans cette entreprise. Puis donc j'ai vogué entre différentes agences, entre différentes structures. J'ai fait conducteur de chantier, j'ai fait technicien de laboratoire. J'ai fait ça pendant 7 mois, donc j'étais sur chantier notamment sur le LGV Tours-Bordeaux, où j'encadrais des équipes, je faisais de coupe de bois, je faisais la signalétique sur les départementales, avant de commencer ingénieur d'études dans ce domaine de la géothermie et de l'hydrogéologie. Et donc j'ai eu quelques années comme ça, 4 ans, et au fur et à mesure j'avais envie de découvrir d'autres facettes de mon métier, pas que juste du rapport. Et donc je suis arrivé dans une autre structure pour développer commercialement le service géothermie. Donc j'ai vraiment parcouru, monté les échelons comme ça. Et à un moment donné, concours de circonstances, une opportunité en 2016 de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je garde en effet toute l'expérience du métier un peu dur labeur au départ quand j'étais technicien sur les chantiers, avec en effet des rémunérations en 2010 ou 2008 qui étaient nettement plus basses qu'aujourd'hui. Et quand j'ai créé Stratégéo, j'avais vraiment cette envie d'impliquer aussi les équipes comme moi j'ai pu m'impliquer durant ma carrière. Et pour ça, on sait que ça passe notamment par la rémunération. Depuis, en plus, le prix de l'immobilier en Île-de-France a explosé. Moi, j'ai pas forcément envie d'investir du temps dans l'énergie sur une personne et finalement la voir partir parce que ça devient compliqué de se loger en Île-de-France. Et donc, j'avais vraiment envie de pouvoir les récompenser et rémunérer au mieux. C'est pas systématique, mais le choix d'un candidat, une grosse part est liée à la rémunération qu'on promet. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place un certain nombre de choses que j'évoque avec eux lors des entretiens pour leur donner des perspectives. Mais du coup, ça devient en effet compliqué de leur faire comprendre qu'il y a une base et qu'après, il y a de l'évolution et qu'on ne peut pas tout de suite
donner 20% d'augmentation chaque année, parce qu'à un moment donné, ça devient infini et on a 40 ans de travail à faire, donc il faut quand même suivre une logique, et surtout pas leur imposer aussi de s'impliquer dans la structure. Comment ça se passe en entretien ? Est-ce que c'est vous qui posez d'emblée une grille tarifaire qui est fixe pour tout le monde ? Ou est-ce que vous posez cette fameuse question des prétentions salariales pour laisser la porte ouverte ? Sur du recrutement de jeunes, j'ai une base, j'ai une fixe, mais j'explique en effet, alors c'est plutôt quelque chose qui arrive en fin d'entretien. Alors je passe pas forcément le premier entretien, mais c'est vrai que dans le premier entretien, par mes collaborateurs, c'est souvent pas évoqué, à cause justement de cette gêne, je pense. L'objectif, c'est de vendre notre société, donc on va plutôt, ne sachant pas les prétentions, on va plutôt vendre d'abord la technique, la joie de vivre, le social que le financier. Je donne de la perspective d'évolution par rapport à des parcours que j'ai en interne. La plupart de mes équipes sont des jeunes qui sont arrivés d'école et qui ont évolué, donc ils ont le parcours que je leur présente. Après, quand c'est l'embauche de personnes qui sont déjà d'autres sociétés, là, ils arrivent en effet un peu plus convaincus. Toujours se poser la question, à combien ils sont actuellement, comment payent nos concurrents, et est-ce que la valeur qu'ils nous donnent est la vraie valeur ou pas. On essaie de se garder, alors je ne suis pas une grosse société, donc je n'ai pas de grille tarifaire, mais j'ai des ordres de grandeur. Et après, on essaie d'expliquer qu'avec un certain nombre d'avantages, cela complète la rémunération et que ça va les satisfaire. Et tout justement, ces avantages que tu as mentionnés tout à l'heure, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont la même emprise sur les jeunes que tu recrutes aujourd'hui par rapport à ceux d'il y a 4-5 ans, ou est-ce que c'est vraiment le salaire fixe qui aujourd'hui fait l'attrait, par exemple, d'un poste ? Très bonne question. En effet, ce que j'ai évoqué, l'intéressement, l'abondement, tout ça, c'est bloqué sur des plans d'épargne d'entreprise, bloqué 5 ans. J'ai une équipe plutôt jeune, ils ont tous envie d'acheter, d'avoir des enfants, se marier, donc c'est des choses qui vont naturellement débloquer. Vu que sur un plan d'épargne d'entreprise, on est bloqué 5 ans minimum, hormis des clauses justement pour le sortir. On met de l'argent, il y a des taux nettement meilleurs que le livret A, c'est défiscalisé. En gros, on donne du net beaucoup plus élevé. On n'a pas toutes les charges patronales et sociales dessus. Mais du coup, c'est vrai qu'ils ne le comptabilisent pas comme un revenu annuel. C'est-à-dire qu'ils voient ce qu'ils ont sur un compte en banque, fiche de paye net à payer. Mais ils oublient souvent ce qu'on met de côté pour eux. Et finalement, ils le découvrent plutôt quand ils achètent en immobilier et qu'ils sortent l'argent du PE et qu'ils se disent « Ah ben tiens, j'ai un apport supplémentaire auquel je n'avais pas pensé ». Mais ça peut m'arriver des fois de me rappeler un peu mon historique à mes débuts en disant « Mais moi, au début, j'étais à ça ». Même si j'aime pas trop le faire, mais des fois, on n'a pas trop le choix que de le remontrer pour que les gens essayent aussi de prendre conscience que... ils s'investissent, on leur donne le plus possible qu'on peut de différentes manières parce que quand c'est défiscalisé, je le disais souvent pour l'abondement, on peut verser jusqu'à 3200. Si c'est un salaire, ça sera que 1300 en déduisant toutes les charges patronales, sociales. Et ça, au fur et à mesure des années, les gens ne comprennent pas tous. Pour l'instant, ils ont cette chance, ils ont toujours tous été augmentés. C'est déjà un premier bon point. Les années, on a une bonne croissance, donc on continue, et puis chacun s'investit. Si je te titille un petit peu, tu dis que tout le monde jusqu'ici a été augmenté quand il l'a demandé. Est-ce que c'est parce que tu le peux vraiment, ou est-ce que quelque part, c'est peut-être aussi, tu sais peut-être pas dire non ? C'est peut-être un peu des deux. C'est pas forcément dire non, c'est que je leur demande beaucoup. On est une jeune start-up, en 5 ans, on est passé de 0 à 15. Ils comptent pas leurs heures. Mais du coup, c'est un peu aussi des deux. En tant que patron, on a peur d'avoir une personne déçue qui, à tout moment, du coup, peut partir parce qu'elle est plus contente de ses rémunérations. Et de l'autre, de dire à un moment donné, t'as déjà ça, c'est déjà pas mal. Sache que je t'ai suffisamment bien rémunéré cette année pour que tu sois content de ce que tu as. Et tu le disais, c'est pas toujours évident puisque les profils varient en fonction des années, des nouvelles générations qui arrivent aussi. Donc il y a des attentes différentes à comprendre déjà, à arriver à repérer. Est-ce que tu fais quelque chose pour justement être un meilleur patron, j'ai envie de dire quelque part, apprendre à comprendre les gens avec qui tu dois gérer ces problématiques d'argent ? Oui, je m'entoure. J'ai un coach qui m'aide justement à travailler sur un peu l'élément humain et qui m'a beaucoup aidé, notamment durant cette crise. Là, on parle de salaire, mais ça pourrait être très bien aussi l'aspect évolution au sein d'une entreprise. Quelqu'un qui évolue plus vite qu'une autre. Moi, j'ai pas de problème d'ancienneté. Moi, c'est vraiment au choix de la personne. Il y a des personnes qui veulent rester techniques, d'autres qui veulent évoluer dans du management, dans du commercial. Donc, j'essaie d'ouvrir les portes à chacun. Et ça, c'est très dur aussi à gérer. On se fait probablement des films, mais pour certains cas, mais du coup, de gérer la personne qui a à peu près la même expérience, mais qui évolue pas aussi vite, de travailler sur ces sujets-là. Il faut vraiment travailler sur l'humain, si on veut, en tout cas pour moi, pour en être un bon patron. Vous l'avez compris, lors d'un entretien d'embauche ou pour une augmentation, la pression se situe des deux côtés de la table.
Qu'on le veuille ou non, l'argent est un tabou et il peut jouer des tours à n'importe quel manager. Que l'on soit le boss de sa boîte ou un salarié en bas de l'échelle, le comprendre est essentiel pour maintenir des relations saines entre collaborateurs dans l'entreprise. Il y a pour moi 2 sortes de personnes dans les entreprises qui managent. Il y a des managers intermédiaires de grosses entreprises qui sont souvent pas très à l'aise parce qu'ils ont un discours corporate à porter. Et ils peuvent être plus ou moins alignés avec ce discours corporate. Ils ont plus ou moins de degré de liberté pour gérer ce sujet-là. Ça peut être parfois compliqué. Un manager qui est en même temps responsable d'entreprise, lui, il a effectivement à gérer les investissements, les charges, les salaires, etc. Et donc les salaires, c'est un des sujets qu'il a à gérer. Peut-être que cette personne-là est plus à l'aise pour parler d'argent que quand on est dans un échelon intermédiaire. La première chose, c'est d'un peu de balayer devant sa porte et de voir ce que représente l'argent pour soi, pourquoi c'est simple, comment moi j'en parle facilement ou pas, comment j'en parle autour de moi, et puis comment je peux en parler avec les gens. Pascale Gasselin est coach, spécialiste de la relation à l'argent. Ingénieure de formation, elle a occupé divers postes à responsabilité dans une grande entreprise automobile. Aujourd'hui, avec sa société de conseil, Aksuki, elle accompagne notamment des managers qui cherchent à se former, à s'améliorer. Parmi les sujets qu'elle aborde avec eux, celui de l'argent est essentiel à ses yeux. À ce titre, Pascale a été interpellée par le témoignage de Jean-Loup. C'est un témoignage très touchant. On voit comment Jean-Loup fait tout ce qu'il peut au mieux pour ses salariés. Tous les managers n'ont pas toujours ce souci-là. Ce qui m'a marqué aussi, c'est ce double rôle qu'il est à la fois manager, mais il est aussi créateur de l'entreprise. Donc c'est un manager d'une race un peu particulière ou d'une sorte un peu particulière. Il a un peu ce double rôle-là. Peut-être dans l'entretien, on verra que c'est parfois un peu différent d'être juste manager d'une grosse structure ou responsable. Mais oui, c'est très touchant, toute l'énergie qu'il met pour faire au mieux pour ses collaborateurs. On part du principe que le manager, forcément, il sait parler d'argent. Il est en position supérieure, entre guillemets, dans la hiérarchie, donc il sait parler d'argent. Mais est-ce que c'est grave si on est manager et qu'on ne sait pas, en tout cas qu'on a du mal à parler d'argent ? Alors, je vais faire une réponse un petit peu de normande. Oui et non. Bien sûr qu'en tant que manager, on a à gérer des hommes et sur tous les aspects. Des aspects techniques, des aspects d'organisation, mais aussi des aspects de rémunération. Et donc, sans être des spécialistes de l'argent, bien évidemment qu'il faut être un minimum à l'aise pour pouvoir aborder ce sujet-là. Chaque manager, il est souhaitable qu'il regarde qui il est, comment il manage, qu'est-ce qu'il a envie de faire pour ses troupes, qu'est-ce qu'il a envie de faire pour lui. Peut-être qu'on n'a pas dit non plus, c'est comment il ne s'oublie pas non plus lui et comment il s'écoute lui, c'est-à-dire comment il écoute ses collaborateurs, mais comment il écoute ce qui est juste pour lui aussi. Je ne vais pas faire une généralité, tous les patrons ne veulent pas être des bons patrons, bien évidemment que si on cherche, on trouvera des exceptions à cette règle. Néanmoins, je pense que l'extrême majorité, effectivement, a envie de faire au mieux. Encore une fois, celui qui est propriétaire de son entreprise, il a à choisir aussi, est-ce que dans l'année qui vient, on vient de traverser des années difficiles avec le Covid, est-ce que dans les années qui viennent ou en ce moment, est-ce que je mets l'argent plutôt sur mes salariés, plutôt sur leur formation, plutôt sur, par exemple, développer le digital, plutôt sur investir dans la recherche. Donc il y a des années qui sont plus ou moins prioritaires sur des sujets. Et puis ceux qui ont peut-être moins de degré de liberté strictement sur la paye, ils ont quand même le degré de liberté de décider qui aura ces augmentations quand il y a des augmentations à proposer. En général, ils font ça quand même avec leur cœur et avec le mieux qu'ils peuvent. Sinon, eux-mêmes sont très malheureux. Vous l'avez dit vous-même, le témoignage de Jean-Loup, il se démarque un peu par son cœur, justement, cette volonté qu'il a de bien faire, de contenter tout le monde. Et il dit peut-être que quelque part, ça peut lui jouer des tours, puisqu'il a du mal à dire non, en fait. Il se voit mal refuser des augmentations à son équipe, parce qu'il les voit travailler au quotidien, il les trouve impliqués, il les trouve bons. Est-ce qu'il faut peut-être parfois, quand on est patron, assumer peut-être ouvertement d'être méchant, je mets des gros guillemets là-dessus, mais voilà, de pas toujours être le bon patron, le bon samaritain qui va aider tout le monde. C'est vrai que c'est compliqué quand on est manager de pouvoir parfois assumer toutes ces décisions, parce que de temps en temps, on va prendre des décisions qui vont déplaire à Pierre, Paul, Jacques. On n'a pas toujours l'adhésion de tout le monde. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, Jean-Loup s'implique au maximum de ça, sur ce qu'il propose en participation. Donc peut-être qu'il doit aussi pouvoir assumer que de temps en temps, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est OK. Et puis peut-être aussi de regarder qu'est-ce qui motive vraiment les salariés qu'il a. Est-ce qu'il compare beaucoup la manière
qu'il a eu, lui, de gravir sa carrière et qui le motivait, lui, en imaginant que c'est les mêmes ressorts de motivation pour ses salariés. Peut-être que les jeunes, aujourd'hui, ont un peu d'autres motivations. Je pense que vraisemblablement, les jeunes se projettent plus peut-être à 10, 20 ans, 30 ans de « je vais faire carrière », mais sur « je vis en instantané ». Et peut-être que c'est ce décalage qui est compliqué pour lui de voir et puis d'assumer. Et effectivement, quand on est patron, de temps en temps, on prend des décisions soit pas comprises, soit qui font de la peine à certains. Ça fait malheureusement partie aussi du boulot de manager. Il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la transparence. Quand on est manager, alors qu'on est ou non, vous avez évoqué les deux situations, qu'on soit le patron ou un manager intermédiaire, on n'a pas forcément la même mainmise sur l'argent. Est-ce qu'il faut être transparent avec ses employés, son équipe, de dire s'il y a de l'argent, s'il n'y a pas d'argent pour vous cette année? Comment est-ce qu'il faut faire ça? Alors, il y a plein de points de vue qui existent là-dessus. Je pense que ça dépend beaucoup de deux choses. Premièrement, de la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises dans lesquelles on parle plus facilement argent, où on compare ses salaires, et des entreprises où c'est extrêmement tabou. Et ça dépend du manager aussi, comment lui-même est à l'aise pour en parler ou pas. C'est deux critères qui sont importants. Et je pense qu'il ne faut pas forcément se forcer parce que ça va finir par se voir. Par contre, pour moi, ce qui est vraiment clair, c'est d'être transparent sur les règles ou sur les critères, sur pourquoi j'ai choisi. Enfin, déjà être clair avec soi là-dessus, et puis être clair dans l'explication. Dire, cette année, il n'y a pas parce qu'on va investir dans le digital pour pouvoir continuer à avoir des clients l'année prochaine, ou au contraire, cette année, c'est plutôt l'année où on investit sur vous parce qu'on sait que vous avez fait beaucoup d'efforts cette année, et puis l'année prochaine, ce sera plutôt sur la recherche. Et puis sur les critères, cette année, c'est plutôt ceux qui sont en retard, ou cette année, c'est plutôt ceux qui ont fait des déplacements, ou cette année, c'est plutôt ceux qui se sont donnés, ou cette année, c'est plutôt rééquilibré. Enfin, je pense que cette transparence-là, pour le coup, elle est très importante. Après, savoir que toi, tu gagnes 1000 ou 1002 ou 1203, pour le coup, ça dépend vraiment. Pour conclure cet entretien, je voulais vous demander les 3 conseils que vous donneriez en bref à un patron qui nous écoute, un manager aujourd'hui, pour qu'il soit peut-être plus à l'aise avec les questions d'argent qu'il peut être amené à se poser au quotidien. Premièrement, c'est comment le manager lui-même, il est à l'aise avec ça, comment est-ce qu'il est en conscience de ce qu'il fait, pourquoi il le fait, pourquoi il dit oui à l'un, pourquoi il dit non à l'autre, pourquoi il fait une grosse enveloppe, une petite enveloppe. Comment il est à l'aise avec ça, de lui, avec lui, indépendamment de l'image qu'il va donner, par exemple. Deuxième, c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est la transparence pour communiquer sur quels ont été ses critères de décision, pourquoi il a décidé que cette année, c'était ça qui était prioritaire au tel type de population, et puis à lui de voir jusqu'où il est transparent, mais que les gens ne se posent pas de questions de est-ce que c'est du favoritisme ou est-ce que c'est parce qu'il est copain avec le patron, etc. Et puis en dernier ressort, assumer ses choix, ce qui c'est pas toujours simple, y compris assumer de temps en temps de déplaire. Si je sais pourquoi j'ai fait ces choix-là et si je suis alignée avec ça, ce sera plus facile d'assumer que de temps en temps, quelqu'un ne comprend pas ce choix.